Le premier jour, je me souviens encore de cette sensation étrange qui me serrait la poitrine alors que je franchissais la porte de la funérarium. C'était mon premier jour, et même si j'avais été préparé pour ce travail, après tout, on m'avait averti que ce ne serait pas facile de côtoyer la mort de si près. Rien ne pouvait me préparer à cette atmosphère glaciale qui régnait ici. La pièce principale, où l'on recevait les familles en deuil, était silencieuse. Presque trop calme, avec cette odeur fade de produits chimiques qui imprégnait l'air. Les murs, peints dans des teintes pâles, semblaient absorber la lumière des maigres néons qui tremblaient légèrement, comme si l'endroit lui-même était vivant d'une manière sinistre. Dès mon arrivée, mon supérieur m'a fait un tour rapide des lieux. Tout semblait normal au début, professionnel, bien rangé, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer les regards fugaces que les autres employés échangeaient derrière mon dos. Ils parlaient peu, évitaient les questions, et un malaise invisible flottait dans l'air. Le moment où nous sommes arrivés près du microtério, c'est là que j'ai commencé à ressentir une légère angoisse, comme une pression derrière mes tempes. Mon supérieur, en ouvrant la porte, m'a jeté un regard que je n'ai pas tout de suite compris. « Voici l'endroit où tu travailleras principalement », a-t-il dit avec un sourire trop crispé pour être sincère. À l'intérieur, des corps étaient alignés, recouverts de draps blancs. Le froid régnait ici, mais c'était pas seulement la température. C'était autre chose, quelque chose de plus viscéral. Alors que je restais immobile, scrutant la salle, j'ai eu l'impression que quelque chose m'observait en retour. Une sensation infime, mais assez pour que je tourne la tête, vérifiant machinalement les ombres qui dansaient à la périphérie de mon champ de vision. Rien d'anormal, me suis-je dit. Pourtant, un frisson me parcourut l'échine, comme si cet endroit me cachait bien plus que des cadavres inertes. C'était au milieu de la nuit, peut-être mon 3e ou 4e jour, lorsque j'ai entendu les premiers murmures. J'étais seul dans le microtério, comme souvent pendant le service de nuit. Le silence ici était assourdissant, uniquement brisé par le léger bourdonnement des réfrigérateurs. Je me souviens d'avoir rangé les derniers dossiers lorsque, soudain, un bruit subtil, comme un souffle à peine audible, est parvenu à mes oreilles. Au début, je pensais que c'était le vent, ou peut-être un appareil qui émettait des bruits étranges. Mais non, c'était différent. C'était comme des voix, faibles, indistinctes, comme des chuchotements échappant à la raison. Je me suis figé, les yeux rivés sur les corps immobiles qui reposaient dans la salle. Je savais que c'était impossible. Et pourtant, je les entendais. Des fragments de phrases, des sons étouffés que je ne pouvais pas comprendre. Mon cœur battait plus vite, et malgré moi, je me suis approché des tables métalliques. « Il n'y a personne d'autre ici », me disais-je en boucle, tentant de me rassurer. Mais les murmures semblaient se rapprocher, comme s'ils dansaient entre les corps, se faufilant dans chaque recoin. C'est alors que j'ai vu la première ombre bouger. Une forme noire, indistincte, qui glissa entre deux tables comme une silhouette vivante. Mon souffle s'est coupé. J'ai reculé d'un pas, le regard fixé sur l'endroit où l'ombre s'était dissoute. Rien. Il n'y avait rien. Le néon au-dessus de moi grésillait, lançant une lumière vacillante qui semblait accentuer chaque angle, chaque coin sombre. J'ai scruté la pièce, cherchant une explication rationnelle. Peut-être que je travaillais trop, que la fatigue me jouait des tours. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. Les murmures se sont tus aussi soudainement qu'ils étaient apparus, laissant un silence encore plus oppressant. Je suis resté là, debout dans cette lumière froide, avec cette horrible impression que quelque chose m'observait, se cachant juste hors de ma portée, guettant le moment où je baisserais ma garde. La curiosité m'a finalement poussé à agir. Les murmures, les ombres, tout cela semblait s'intensifier, et je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Une nuit, après avoir fini mon travail habituel, j'ai attendu que tout le monde parte, et j'ai commencé à explorer les recoins de la funérarium. Je savais que quelque chose de plus sombre se cachait ici, quelque chose que personne n'osait mentionner. Je suis retourné dans le microtério, cette fois déterminé à comprendre. En fouillant un peu plus profondément, j'ai découvert une porte au fond de la pièce, presque dissimulée derrière une étagère. Elle n'était pas censée être là,
Aucun plan, aucun document ne mentionnait une pièce supplémentaire. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tournais lentement la poignée et la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. Derrière, un couloir étroit et mal éclairé s'étendait, dégageant une odeur âcre de produits chimiques et de chair en décomposition. En avançant, mes pas résonnaient lourdement sur le sol, et une angoisse grandissante me serrait la poitrine. À la fin du couloir, je suis tombé sur une petite pièce remplie de dossiers et d'équipements médicaux. Ce n'était pas une salle de préparation normale. Des instruments chirurgicaux rouillés traînaient sur des tables, et des bocaux contenant des organes conservés s'alignaient sur les étagères. Mais ce qui attira le plus mon attention fut une série de photographies et de documents disposés sur un bureau poussiéreux. En examinant ces papiers, la réalité de ce qui se passait ici m'a frappé de plein fouet. Certains des corps que j'avais vus n'étaient pas simplement préparés pour leur enterrement. Ils étaient gardés ici, leur processus de décomposition ralenti par des moyens que je ne pouvais comprendre. Les photographies montraient des visages pâles et rigides, avec des cicatrices horribles, comme s'ils avaient été victimes d'expériences chirurgicales. Des rapports détaillés expliquaient ces essais macabres. Des corps utilisés pour des rituels étranges, des tests scientifiques inhumains. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages, et une nausée monta en moi. J'avais découvert quelque chose d'horrible, quelque chose qui dépassait tout ce que je pouvais imaginer. J'étais au milieu d'un cauchemar éveillé et la funérarium cachait des horreurs que je n'aurais jamais cru possibles. Après cette découverte, tout a basculé. Ce que j'avais vu dans cette pièce secrète continuait de hanter mes pensées, jour et nuit. Les visages des corps mutilés, les cicatrices, les rapports détaillant les expériences macabres, je ne pouvais pas m'en défaire. Chaque fois que je fermais les yeux, ces images réapparaissaient, encore plus nettes, encore plus terrifiantes. Mais ce qui me glaçait vraiment le sang, c'était la réalisation que je n'étais peut-être pas seulement un spectateur dans cette horreur. J'étais une cible. Les murmures, que je pensais être des hallucinations, devinrent plus clairs, plus insistants. Parfois, je pouvais presque distinguer mon propre nom comme si les voix savaient que je les écoutais. Les ombres aussi se faisaient plus audacieuses. Elles ne restaient plus à la périphérie de ma vision, elles me suivaient. Chaque fois que je marchais dans les couloirs, je sentais une présence juste derrière moi. Un souffle glacé contre ma nuque. Par moments, je me retournais brusquement, certain que j'allais voir quelqu'un ou quelque chose. Mais il n'y avait jamais rien, juste ce silence oppressant. Une nuit, alors que je finissais mon service, je remarquai quelque chose d'encore plus troublant. Un des corps, recouvert d'un drap blanc, avait une étrange ressemblance avec moi. Je me suis approché, le cœur battant à toute vitesse, incapable de détourner le regard. Je soulevai légèrement le drap, et là, mon souffle se coupa. Le visage que je vis, bien que pâle et déformé par la mort, avait mes traits. C'était comme regarder dans un miroir tordu. Des cicatrices similaires à celles des autres corps marquaient sa peau, et sur son bras, je reconnus même une petite cicatrice que j'avais depuis l'enfance. Je reculais, horrifié, mes pensées se bousculant. Était-ce une coïncidence, un avertissement, ou pire, une vision de ce qui allait m'arriver? Les dossiers que j'avais découverts revenaient en tête. Les employés qui avaient disparu, les morts suspectes. Tout pointait vers une conclusion terrifiante. J'étais le prochain. Ils me suivaient, m'observaient et préparaient quelque chose. Chaque minute que je passais ici semblait me rapprocher de ce sort horrible. Mais qui étaient-ils? Les autres employés? Ou quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre? Je savais que je devais partir, que rester ici plus longtemps ne ferait que sceller mon sort. Pourtant, chaque sortie semblait bloquée, chaque tentative de m'échapper, étouffée par cette présence invisible qui me surveillait. Le comportement des autres employés était devenu encore plus étrange. Ils parlaient à peine, m'observant en silence avec des regards lourds de sous-entendus. À chaque fois que je passais près d'eux, je sentais leur attention peser sur moi, comme s'ils attendaient quelque chose. J'ai décidé de prendre mes affaires et de quitter la funérarium pour de bon. Mais ce soir-là, quelque chose est allé de travers.
Alors que je sortais en catimini, j'ai entendu des bruits venant de la salle des corps. Mon instinct me disait de partir, mais une part de moi, cette maudite curiosité qui m'avait conduit jusque-là, m'a poussé à aller voir. À peine entré, je les ai vus. 2 employés, que je pensais être mes collègues, étaient là, penchés au-dessus d'un corps. Mais ce n'était pas une simple préparation funéraire. Ils utilisaient des instruments que je n'avais jamais vus, pratiquant des incisions précises, tandis que des murmures en une langue inconnue remplissaient la pièce. Je me suis caché derrière une étagère, essayant de ne pas respirer trop fort, mais le choc et la peur me paralysaient. C'est alors que l'un d'eux s'est arrêté, relevant la tête brusquement, comme s'il sentait ma présence. Mon cœur s'est figé. Il s'est tourné lentement vers ma cachette, ses yeux vides fixant directement l'endroit où je me trouvais. Sans un mot, il a souri, un sourire froid, inhumain. « C'est ton tour », a-t-il murmuré, sa voix déformée par quelque chose de profondément mauvais. Je me suis précipité hors de la salle, mes jambes tremblantes, mon esprit en proie à la panique. Les couloirs me semblaient interminables, chaque ombre menaçante, chaque bruit amplifié par ma terreur. Je me sentais traqué, comme une proie dans un piège dont il était impossible de s'échapper. Enfin, j'ai atteint la sortie, mais au moment où j'ai posé la main sur la porte, une douleur intense a explosé dans ma tête. Quelque chose m'a frappé violemment, et tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé sur une table froide, mes poignets et chevilles attachés. Au-dessus de moi, des visages familiers me fixaient, leurs expressions vides, indifférentes. Les mêmes employés avec qui j'avais travaillé, ils étaient là, prêts à commencer. Je sentais le froid de l'acier sur ma peau, des murmures incompréhensibles remplissant la pièce, et une seule pensée m'obsédait. J'étais devenu l'un d'eux, une pièce de plus dans leurs horribles expériences. Mon tour était venu. Nous étions 4, tous membres du même groupe d'étudiants, et c'était censé être une simple exploration pour notre projet scolaire. Un vieux microtério, abandonné depuis des décennies, laissé à l'abandon dans une zone isolée en périphérie de la ville. Au début, l'idée semblait excitante, presque une aventure. On s'était renseigné rapidement sur le lieu. Autrefois, cet endroit servait à des recherches médicales sur des corps humains, mais les rumeurs disaient que des expériences bizarres s'y étaient déroulées avant sa fermeture soudaine. Ce genre de choses qui alimentent les histoires de fantômes. Dès que nous avons franchi l'entrée rouillée, j'ai senti une étrange oppression dans ma poitrine, comme si l'air autour de nous était devenu plus lourd, presque palpable. L'odeur de moisissure et de poussière envahissait l'espace, mélangeant l'humidité avec une odeur plus subtile, presque métallique. Personne n'a rien dit, mais je savais que mes amis ressentaient la même chose. Le bâtiment était dans un état de délabrement avancé. Les murs, autrefois blancs, étaient maintenant recouverts de taches d'humidité et de fissures qui s'étendaient comme des toiles d'araignée. Des papiers froissés jonchaient le sol. Des portes battaient légèrement sous l'effet du vent qui s'infiltrait par les fenêtres brisées. Le silence régnait, à peine interrompu par le craquement occasionnel du bois qui pourrissait sous nos pieds. Je tenais ma lampe torche fermement, balayant les couloirs avec précaution. À chaque pas, l'écho de nos mouvements résonnait dans l'immense bâtisse. Mon cœur battait un peu plus vite que je ne l'aurais voulu. Rien de tangible ne s'était encore produit, mais une sensation de malaise ne me quittait pas. Chaque pièce dans laquelle nous entrions semblait imprégnée d'un passé lourd et oppressant, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé des décennies de souffrance. « C'est vraiment flippant ici », murmura Léo, essayant de masquer son inquiétude par une tentative d'humour. Personne ne rit. Alors que nous progressions dans les couloirs sombres du microtério, notre curiosité nous mena vers une petite salle sur la droite. La porte, à moitié arrachée de ses gonds, grinça sinistrement lorsque nous l'ouvrîmes. À l'intérieur, des étagères bancales alignaient des boîtes poussiéreuses, visiblement laissées là depuis des années. Je fus le premier à m'approcher, tirant une des boîtes vers moi. Elle était étonnamment lourde. « Qu'est-ce que tu crois qu'il y a là-dedans » demanda Emma, à moitié excitée, à moitié terrifiée. Je soulevai lentement le couvercle, laissant échapper un nuage de poussière qui nous fit tous reculer. À l'intérieur,
il y avait des photos. Des centaines de vieilles photos, jaunies par le temps, empilées les unes sur les autres. Je pris la première de la pile et la montrai aux autres. Elle représentait un homme, maigre, aux traits creusés, assis dans ce qui semblait être une pièce de ce même microtério. Son regard fixe me glaça instantanément. « Regarde celle-là » dit Léo en sortant une autre. Il y avait une femme cette fois, en blouse blanche, debout près d'une table métallique. Derrière elle, une grande fenêtre à moitié obstruée par des rideaux déchirés laissait deviner un morceau de l'extérieur. Plus nous en sortions, plus une étrange sensation de malaise grandissait en moi. Les photos devenaient de plus en plus étranges. Certaines montraient des personnes attachées à des lits, d'autres avec des expressions de peur figées sur leur visage. Mais c'est quand j'en attrapai une autre, au fond de la boîte, que mon cœur fit un bond dans ma poitrine. La photo était floue, mais la silhouette me semblait étrangement familière. Je m'approchai d'une lampe pour mieux voir. C'était moi, ou quelqu'un qui me ressemblait terriblement. Je portais le même type de veste que j'avais sur moi ce jour-là, et la coupe de cheveux, la posture, tout était identique. « Attendez une seconde » dit Emma en feuilletant à son tour. Elle s'arrêta brusquement. « C'est impossible. » Elle nous montra une photo d'un garçon blond, portant un t-shirt rayé, accroupi près d'un mur couvert de graffitis. C'était Léo. Exactement comme il était ce jour-là, avec la même expression nerveuse. Nous nous sommes tous regardés, le souffle coupé. Les photos ne pouvaient pas être nous. Et pourtant, c'était impossible à ignorer. À ce moment-là, un silence lourd pesait sur nous. L'air semblait s'être épaissi et une sensation glaciale parcourut mon échine. Nous étions tous paralysés par la découverte troublante de ces photos, comme si nous avions éveillé quelque chose de dormant dans ce microtério. Je ne savais pas si c'était la peur ou la curiosité qui nous poussait à rester, mais il était clair que nous étions tous terrifiés par ce que nous venions de découvrir. « Nous devrions peut-être partir » proposa Emma, sa voix à peine un murmure. Avant que quelqu'un ne puisse répondre, un bruit sourd retentit dans le couloir, brisant le silence. C'était comme un coup de pied contre un mur, suivi de chuchotements indistincts. Nous nous tournâmes tous dans la direction du bruit, nos cœurs battant à tout rompre. Je me souvins d'un commentaire de Léo sur les histoires de fantômes qui circulaient autour du microtério, mais je n'arrivais pas à croire que cela puisse être réel. « C'est sûrement juste le vent, » dis-je, essayant de rassurer tout le monde, mais ma voix trahissait ma propre anxiété. Nous décidâmes néanmoins d'aller vérifier. Avançant prudemment dans le couloir, je tenais ma lampe torche, éclairant notre chemin. Les ombres dansaient sur les murs, projetées par la lumière tremblante, et chaque craquement du bâtiment me faisait sursauter. À mesure que nous nous rapprochions, les chuchotements devenaient plus clairs, plus insistants, comme s'ils appelaient notre attention. Dans une salle à côté, je remarquai un reflet furtif dans un miroir fissuré. Je me penchai, et mon cœur s'emballa lorsque je vis une silhouette sombre passer derrière moi. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait rien. Juste le vide du couloir. Un frisson parcourut tout mon corps. Je savais que quelque chose n'allait pas. Les voix continuèrent à se faire entendre, maintenant plus distinctes, murmures désespérés et plaintes lointaines. Léo, d'habitude si audacieux, était devenu blême, ses yeux écarquillés fixés sur un point au bout du couloir. « Vous avez entendu ça » demanda-t-il d'une voix tremblante. À cet instant, une porte s'ouvrit brusquement dans un bruit assourdissant. Nous sursautâmes tous, et une ombre traversa rapidement le seuil. Nous restâmes figés, paralysés par la peur, avant que le sens de la survie ne prenne le dessus. Il était temps de partir. Mais alors que nous nous retournions pour quitter cette maudite salle, je sentis une présence derrière moi. Quelque chose de froid et d'invisible qui semblait se glisser dans notre sillage. Nous avons enfin réussi à sortir de cette salle, mais l'atmosphère du microtério avait radicalement changé. Chaque pas que nous faisions semblait résonner comme un cri dans le silence oppressant qui nous entourait. Je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil derrière moi, la sensation d'être observé devenant de plus en plus insupportable. Finalement, nous atteignîmes une autre pièce, qui semblait être un ancien laboratoire. Des tables en métal étaient couvertes de poussière, et de vieux instruments chirurgicaux gisaient là,
vestige d'expériences menées dans ce lieu. Au mur, des tableaux blancs étaient couverts de notes griffonnées, et une odeur aigre, presque chimique, flottait dans l'air. C'est alors que Léo aperçut un dossier à moitié ouvert sur une table. Nous nous approchâmes, curieux malgré la peur. À l'intérieur, il y avait des documents qui parlaient de patients, des noms, des âges, des descriptions des conditions médicales. Mais ce qui nous frappa le plus, c'était une page qui semblait sortir du lot. Le titre en haut disait « Expérimentation sur des sujets humains ». « Ce ne sont pas beaux », murmura Emma, la voix tremblante. Je parcourus rapidement le document, et mes yeux s'agrandirent de choc. Les descriptions parlaient d'horreurs inimaginables. Les corps des personnes photographiées dans la boîte que nous avions trouvée n'avaient pas seulement été étudiés, mais avaient également subi des mutilations horribles. Chaque expérience était plus dérangeante que la précédente, détaillant des procédures menées dans des conditions inhumaines. Nous réalisions peu à peu que les âmes de ces personnes, ces corps laissés à l'abandon, cherchaient désespérément à communiquer avec nous. Un frisson me parcourut en pensant à ces vies gâchées, à la souffrance endurée ici. Mais il y avait aussi un autre sentiment, la peur de ce qui pourrait encore se cacher dans ce lieu. Alors que nous discutions de ce que nous devions faire, une brise glaciale traversa la pièce et les lumières vacillèrent. Un cri strident retentit soudain, comme un écho de douleur. Nous nous retournâmes, et là, au centre de la pièce, se tenait une silhouette translucide. Une femme, son visage tordu par la souffrance, nous fixait avec des yeux vides et désespérés. La terreur nous submergea. Je sentis mon cœur s'arrêter un instant. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. C'était comme si elle nous implorait de l'aider. Mais à quel prix? Une vague de panique s'empara de nous, et nous réalisâmes que nous étions en train de réveiller quelque chose de bien plus sinistre que ce que nous aurions pu imaginer. Nous avions peut-être trop plongé dans le passé de cet endroit. Les corps, les souffrances, et maintenant cette femme. Tout cela n'était qu'un prélude à ce qui allait suivre. La panique s'empara de nous, alors que la silhouette de la femme se dissolvait lentement dans l'air, comme si elle était faite de brume. Nous étions figés sur place, incapables de bouger ou de parler. L'atmosphère, déjà oppressante, semblait maintenant vibrer d'une énergie sombre et terrifiante. « Nous devons partir, maintenant !» s'écria Emma, rompant enfin le silence. Elle se dirigea vers la porte, mais la poignée ne céda pas. Un frisson d'angoisse me parcourut. Nous étions piégés. Le couloir était devenu une sorte de labyrinthe, et chaque seconde qui passait rendait la situation plus désespérée. Les voix murmuraient à nouveau, plus fortes, plus insistantes. Je pouvais presque comprendre les mots. « Aidez-nous, libérez-nous ». C'était comme si les âmes des personnes qui avaient souffert ici cherchaient à nous atteindre, à nous avertir, mais aussi à nous entraîner dans leurs tourments. J'avais l'impression que le microtério lui-même se nourrissait de notre peur. Soudain, la lumière vacilla à nouveau, puis s'éteignit complètement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Mes amis hurlèrent. Je cherchais désespérément ma lampe torche, mais il était impossible de voir quoi que ce soit. Dans cette obscurité, je pouvais sentir quelque chose se rapprocher, une présence lourde, palpable dans l'air. La peur me paralysait, mais je savais que nous devions agir. « Suivez ma voie », dis-je, tentant de garder mon calme. Je me dirigeais vers l'endroit où je pensais que la porte se trouvait. À tâtons, je sentis le mur froid sous mes mains, et finalement je touchai la surface rugueuse de la porte. Je tournai la poignée, et elle céda cette fois. Je poussai avec force, et la lumière du couloir inonda mes yeux. Nous nous précipitâmes à l'extérieur, haletants, mais la sensation de sécurité était éphémère. À mesure que nous nous éloignions de cette salle, un cri perçant résonna derrière nous. « Ne partez pas !» La voix était désespérée, brisée, mais elle ne ressemblait pas à celle de la femme que nous avions vue. Cela semblait être une multitude de voix, toutes hurlant en chœur, implorant. Nous courûmes sans nous retourner, la terreur nous poussant à ignorer notre instinct de curiosité. Nous n'avions aucune idée de ce qui se cachait derrière nous, mais nous savions que nous ne devions pas regarder. Nous avions franchi le seuil de la pièce, mais nous savions que nous n'avions pas encore échappé à l'emprise de ce lieu maudit. À chaque pas,
Le microtério semblait s'étendre, se tordre autour de nous, comme une créature vivante, assoiffée de nos âmes. Nous avions réveillé quelque chose de terrible, et je craignais que ce ne fût que le début. Je m'appelle Lara, et je suis journaliste dans une petite ville où, ces derniers mois, une série de disparitions a secoué la communauté. Des personnes ordinaires, sans histoire, semblaient disparaître du jour au lendemain, sans laisser de traces. Pas de signe de lutte, pas de lettre de départ. Comme si elles s'étaient simplement évaporées. Au début, je pensais que c'était le genre de cas que l'on classe rapidement, faute de preuves ou de pistes solides. Mais quelque chose m'intriguait. Chaque nouvelle disparition semblait plus étrange que la précédente, et personne n'était en mesure de relier les victimes entre elles. Un soir, tard, alors que je fouillais dans les archives de la police à la recherche d'un élément qui aurait pu échapper à l'attention des autorités, je suis tombé sur un dossier qui m'a glacé le sang. Les rapports indiquaient que toutes les victimes, d'une manière ou d'une autre, avaient été en contact avec un microtério local. C'était un petit bâtiment à la périphérie de la ville, un endroit discret, presque oublié. J'ai fait quelques recherches, et j'ai découvert que plusieurs familles de disparus avaient rapporté que leurs proches avaient soit travaillé au microtério, soit eu affaire à ces services peu avant de disparaître. Ce détail avait été négligé, comme si personne ne voulait croire que ce lieu sans histoire pouvait être le centre d'une conspiration. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Mon instinct me criait qu'il y avait quelque chose de pourri dans cette affaire. Mais je savais que je devais être prudente. Alors, j'ai pris la décision de m'infiltrer. Je me suis présenté comme une journaliste à la recherche d'un emploi, espérant pouvoir me fondre dans le décor et comprendre ce qui se passait là-bas. Dès mon arrivée, j'ai senti une atmosphère lourde, presque suffocante. Les employés étaient peu nombreux, et ils semblaient toujours pressés, évitant de croiser mon regard. Personne ne parlait plus que nécessaire, et certains couloirs étaient constamment verrouillés. Malgré tout, je continuais à rassembler des informations discrètement, notant chaque détail, chaque comportement étrange. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cet endroit. Les registres des corps qui arrivaient et partaient étaient incomplets, parfois totalement absents. Et plus je fouillais, plus il devenait clair que certaines personnes n'étaient jamais reparties d'ici. Les premiers jours, j'ai pris soin de me fondre dans la routine du microtério. Je n'étais qu'une nouvelle employée. Personne ne se méfiait encore de moi. Mon travail consistait principalement à classer des dossiers, assister lors des autopsies de routine et, de temps en temps, nettoyer les salles après le passage des corps. Rien d'extraordinaire. Pourtant, plus je passais de temps à l'intérieur, plus je sentais qu'un malaise indéfinissable planait dans l'air. Un soir, alors que le bâtiment était presque vide, je me suis aventuré dans des zones où les employés n'allaient jamais. Certains couloirs étaient plongés dans une obscurité inquiétante, et la lumière au bout semblait vaciller comme si elle ne voulait pas révéler ce qui se cachait là-bas. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais ma curiosité était plus forte. J'ai trouvé une porte à moitié entr'ouverte, donnant sur une petite pièce. À l'intérieur, des étagères recouvertes de vieux dossiers poussiéreux. J'ai commencé à fouiller. Les noms sur les registres ne correspondaient à aucun des corps que j'avais vus ou dont j'avais entendu parler. Certains fichiers étaient incomplets et d'autres semblaient avoir été falsifiés. Mais le plus troublant était la mention fréquente d'un sous-sol. Pourtant, je n'avais jamais vu de mention officielle de cette partie du bâtiment dans mes premières semaines ici. Ma curiosité piquée à vif, je suis retourné explorer. Après quelques minutes, j'ai trouvé un escalier dissimulé derrière une lourde porte métallique, sans signe apparent. L'air y était encore plus lourd, presque irrespirable, et chaque pas que je faisais résonnait d'une manière oppressante dans ce silence morbide. En bas, je me suis retrouvé face à une autre porte, verrouillée cette fois-ci. J'ai tendu l'oreille. Au-delà du métal froid, j'entendais des bruits. Des bruits de mouvement, comme des chuchotements ou des souffles étouffés. Mon instinct me disait de faire demi-tour, mais je n'ai pas pu. Il fallait que je sache ce qui se passait derrière cette porte.
Le lendemain, je ne pouvais penser à autre chose que cette porte verrouillée et ces sons inquiétants que j'avais entendus. Il y avait quelque chose derrière, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les activités normales d'un microthériot. L'idée de revenir le soir me hantait, mais je savais que je devais découvrir la vérité. Ce soir-là, j'ai pris soin de ne pas attirer l'attention des autres employés, qui semblaient de plus en plus méfiants envers moi. Armé d'un trousseau de clés que j'avais réussi à subtiliser discrètement, je suis retourné au sous-sol. L'atmosphère était encore plus oppressante que la veille. Je sentais une présence autour de moi. Une sensation de malaise, comme si j'étais observé, bien que je fusse seul. Mes mains tremblaient tandis que je faisais tourner les clés dans la serrure, priant pour qu'une d'elles fonctionne. Après quelques tentatives, j'ai finalement entendu un déclic. La porte s'ouvrit avec un grincement strident. L'odeur qui m'accueillit était insupportable, un mélange de putréfaction et de produits chimiques qui me soulevait le cœur. J'ai dû me forcer à avancer, la main couvrant mon nez. À l'intérieur, la pièce était éclairée par une lumière blafarde, projetant des ombres étranges sur les murs. Ce que je vis alors me glaça le sang. Il y avait des tables en métal, alignées, et sur chacune d'elles reposaient des corps. Mais ils n'étaient pas morts. Les corps étaient maintenus dans une sorte d'état de stase, leurs yeux ouverts, fixant le vide, mais incapables de bouger. Ils étaient attachés à des machines complexes, des tubes et des fils, les reliant à des dispositifs étranges que je n'avais jamais vus auparavant. Leur poitrine se soulevait faiblement, comme s'ils respiraient à peine. Chaque visage portait une expression de terreur, figée pour l'éternité. Je reculais, le souffle court, réalisant que ces personnes n'étaient pas mortes. Elles étaient conscientes, prisonnières de leur propre corps, des disparus. Ce sont eux que je cherchais depuis le début, et maintenant, je savais trop. Trop pour qu'ils me laissent repartir. Mon instinct me criait de fuir, mais mes jambes semblaient incapables de bouger. Chaque seconde que je passais dans cette salle horrifique renforçait ma conviction que j'étais en danger. Je savais que si quelqu'un me trouvait ici, je deviendrais la prochaine victime de ce cauchemar. Prenant une grande inspiration pour calmer ma panique, je me retournai vers la porte, prête à sortir en toute discrétion. Mais alors que je commençais à m'éloigner, un bruit derrière moi attira mon attention. Un grincement. Comme si quelque chose bougeait. Je me retournai lentement et vis une des victimes, un homme d'âge moyen, dont les yeux étaient rivés sur moi. Il semblait me suppliant de l'aider. Mon cœur se serra de peur et de tristesse, mais je savais que je ne pouvais rien faire pour eux à cet instant. Alors que je m'apprêtais à quitter la pièce, j'entendis des pas résonner dans le couloir. Mes mains devinrent moites et mon esprit chercha désespérément une solution. Sans réfléchir, je me glissai derrière une armoire métallique, juste à temps pour voir deux hommes entrer. L'un d'eux portait une blouse blanche, manifestement un médecin ou un scientifique, tandis que l'autre avait un air plus sinistre, semblant être le chef de l'opération. Leur conversation me figea sur place. « La journaliste, elle pose trop de questions », dit l'homme en blouse blanche. « Elle est proche de découvrir la vérité. Nous devons agir vite. » Mon sang se glaça. Il parlait de moi. Je comprenais maintenant que j'avais été suivi, surveillé depuis le début. Ils savaient que j'étais sur leurs traces et ne pouvaient plus se permettre de me laisser continuer. Le second homme hocha la tête gravement. « Elle va finir comme eux si elle n'est pas plus discrète. On la trouve et on s'occupe d'elle. » Je savais alors que mon temps était compté. J'étais pris au piège dans leur repère, et il ne me restait qu'une option. Fuir, avant qu'ils ne réalisent que j'avais tout découvert. Retenant mon souffle, j'attendis qu'ils quittent la pièce avant de me précipiter vers la porte. Mes mains tremblaient tellement que je faillis ne pas réussir à verrouiller la porte derrière moi. Mais je n'avais pas le temps de réfléchir. Chaque seconde comptait. Je me ruais à travers les couloirs sombres, essayant de me souvenir du chemin pour sortir. Cependant, à chaque tournant, je me sentais de plus en plus désorienté. C'était comme si le bâtiment lui-même conspirait pour me garder prisonnière. Et plus j'avançais, plus la peur grandissait. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je courais à travers les couloirs sombres et étroits du microthériot. Chaque pas résonnait comme une condamnation.
Je savais que s'il me trouvait, je finirais sur l'une de ces tables, piégé dans mon propre corps, incapable de bouger. Mais consciente de tout. L'idée me terrifiait, mais je devais rester concentré. Je me forçais à garder mon souffle calme, bien que mon esprit soit submergé par la panique. Je passais devant des portes closes, des chambres où d'autres victimes devaient certainement se trouver, inconscientes de leur sort. Mais je ne pouvais pas m'arrêter pour les aider. Pas maintenant. Chaque seconde était cruciale, et les voix de mes poursuivants semblaient se rapprocher de plus en plus. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'aperçus enfin la porte de sortie, au bout d'un long couloir faiblement éclairé. Un mince rayon de lumière extérieure perçait à travers une fissure. Un signe d'espoir. Je redoublais d'efforts, sentant la liberté à portée de main. Mais à peine avais-je franchi la moitié du couloir qu'une ombre apparut devant moi. C'était l'homme à la blouse blanche, celui que j'avais entendu parler de moi plus tôt. Il me fixait, un sourire sinistre sur le visage, comme s'il avait attendu ce moment. « Tu as été bien plus loin que tu n'aurais dû », murmura-t-il, sa voix basse et menaçante. Je reculai instinctivement, cherchant une issue, mais je savais que je n'avais nulle part où aller. Derrière moi, j'entendais d'autres pas approcher. Il m'avait encerclé. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant désespérément une échappatoire. Puis, dans un geste de pure panique, je me précipitai vers une porte latérale que je n'avais pas remarquée plus tôt. Elle n'était pas verrouillée. Par chance ou par erreur de leur part, elle s'ouvrit sans résistance. Je m'engouffrai dans l'obscurité, refermant la porte derrière moi. Je me retrouvai dans un long tunnel qui semblait s'étendre sous le microtériau, probablement utilisé pour transporter discrètement les corps. Mes jambes étaient lourdes, mes forces m'abandonnaient, mais je n'avais pas d'autre choix que de continuer. Le tunnel débouchait finalement à l'extérieur, dans une ruelle isolée à l'arrière du bâtiment. L'air frais de la nuit m'emplit les poumons, et pour la première fois depuis des heures, je me sentis à nouveau vivante. Je m'effondrais, les jambes tremblantes, mais je savais que je n'étais pas encore en sécurité. Ils allaient me chercher, ils allaient tout faire pour m'empêcher de parler. Mais je ne pouvais plus garder le silence. J'avais vu des horreurs inimaginables, découvert des secrets que personne ne devrait connaître. Ils m'avaient traqué, m'avaient presque capturé, mais j'étais toujours là, et tant que je vivais, la vérité devait sortir. Lorsque je suis entré dans le micro-terre, une vague de malaise m'a immédiatement submergé. L'air était lourd, presque irrespirable, et un silence oppressant régnait, brisé seulement par le faible bourdonnement des néons au-dessus de moi. Je n'avais jamais aimé ces endroits, mais aujourd'hui, la sensation était différente, comme si quelque chose m'attendait dans l'ombre. Chaque pas que je faisais semblait résonner à l'infini. Les murs blancs et froids renvoyaient l'écho de mes mouvements d'une manière presque inhumaine. Je devais me concentrer sur ma mission, régler les derniers détails pour l'enterrement de mon oncle. Pourtant, à mesure que je traversais les couloirs déserts, une étrange sensation s'emparait de moi. Une impression sourde, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait. Mon cœur battait plus vite, une sorte d'angoisse sourde montait en moi, mais je tentais de la réprimer. Il n'y avait rien ici, rien d'autre que la mort et le silence. Les lumières blafardes projetaient des ombres étranges sur les murs, donnant l'impression que les objets inanimés prenaient vie. Mon regard était attiré par la moindre irrégularité. Chaque porte entrebâillée me faisait hésiter. Pourtant, je continuais d'avancer, m'efforçant de ne pas céder à cette peur irrationnelle qui grandissait en moi. Ce n'était qu'un micro-terre, un simple endroit où les morts attendaient leur dernier voyage. Mais, alors que je me rapprochais de la salle principale, une odeur nauséabonde se mélangeait à celle des produits chimiques. Quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. C'était comme si cet endroit refusait de me laisser partir sans m'imposer sa sombre réalité. Alors que je m'apprêtais à quitter les lieux, mes yeux furent attirés par une porte que je n'avais pas remarquée à mon arrivée. Elle était légèrement entr'ouverte, laissant échapper une faible lumière jaunâtre. Mon instinct me criait de continuer mon chemin, de ne pas m'attarder ici plus longtemps, mais quelque chose en moi, une curiosité morbide, m'incita à m'approcher. Chaque pas que je faisais vers cette porte augmentait la pression sur ma poitrine,
comme si l'air devenait de plus en plus épais. J'ai posé ma main sur la poignée froide, hésitant un instant. Un frisson parcourut mon échine. Pourquoi cette porte était-elle ouverte? Personne n'avait mentionné cette pièce lors de ma visite. Poussé par une force que je ne comprenais pas, j'ai finalement entrouvert la porte. Ce que je découvris de l'autre côté me laissa sans voix. La pièce était modeste, presque vide à première vue, à l'exception d'une vieille étagère adossée au mur du fond. Mais quelque chose clochait. L'étagère semblait légèrement déplacée, comme si elle dissimulait quelque chose derrière. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais lentement. Sans réfléchir, j'ai saisi un bord de l'étagère et, avec effort, l'ai tiré de côté. Derrière elle, une porte secrète, petite, discrète, à peine visible sous la pénombre de la pièce. Je restais un moment paralysé par l'étrangeté de la situation. Pourquoi une telle dissimulation dans un lieu comme celui-ci? Et qu'y avait-il derrière cette porte? Mon esprit cherchait des réponses rationnelles, mais mon corps était déjà en action. J'ai saisi la poignée et l'ai ouverte. Derrière la porte, un compartiment sombre s'étendait, plongé dans une obscurité presque totale. L'odeur était plus forte ici, un mélange de moisissure et de quelque chose de bien plus désagréable, une odeur que je n'aurais su définir, mais qui me nouait l'estomac. Au fond du compartiment, à peine éclairé par la lumière vacillante de la pièce principale, je distinguais une forme sous un drap blanc. Mon souffle se coupa lorsque je réalisais ce que j'avais devant moi. Un corps, recouvert d'un drap blanc, reposait au fond du compartiment. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Pourquoi ce corps était-il ici, caché dans cette pièce secrète? Qui était-ce? L'air autour de moi se fit plus dense, presque irrespirable, tandis que des milliers de pensées se bousculaient dans mon esprit. Je voulais partir, mais mes pieds semblaient ancrés au sol et mes mains tremblaient alors que je m'approchais lentement. La pièce était glaciale, et mes doigts étaient engourdis lorsque j'attrapais le coin du drap. Une part de moi espérait que ce n'était qu'un mauvais rêve, que ce que j'étais sur le point de découvrir ne serait rien de plus qu'un malentendu macabre. Mais lorsque je soulevai le tissu, la réalité me frappa de plein fouet. Je reculai d'un bond, pris d'une horreur indicible. Le visage que je découvris sous le drap était terriblement familier. C'était lui, un homme que je connaissais bien, disparu depuis des mois. Personne n'avait jamais su ce qui lui était arrivé. Il s'était évaporé, laissant derrière lui des questions sans réponse et des proches en deuil. Et maintenant, il était là, allongé devant moi, dans ce compartiment secret d'un micro-terre où il n'aurait jamais dû se trouver. Mes jambes vacillèrent et je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Comment cela était-il possible? Pourquoi ce corps, celui d'un homme supposé disparu, était-il ici, dissimulé comme un sombre secret? Mon esprit peinait à assembler les pièces du puzzle, mais une chose était certaine, quelque chose d'infiniment plus sinistre est à l'œuvre. Mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Comment ce corps pouvait-il être ici, caché dans ce micro-terre sans que personne n'en parle? Je devais comprendre. L'horreur avait laissé place à une obsession. Découvrir la vérité. Je me suis précipité hors de la pièce, encore sous le choc, mais déterminé à obtenir des réponses. J'ai commencé par interroger les employés du micro-terre. Leur comportement était étrange dès le début. À chaque question que je posais, leur réponse était évasive, comme s'ils cachaient quelque chose. Certains m'évitaient même, murmurant entre eux ou détournant le regard dès que je les approchais. Cette atmosphère de mystère et de non-dit ne faisait qu'alimenter mes soupçons. Puis, je me suis tourné vers les proches de l'homme disparu, espérant trouver des indices sur sa disparition. Mais là aussi, tout semblait étrangement flou. Les gens parlaient de lui avec une certaine distance, comme s'ils avaient déjà accepté sa perte sans poser de questions. C'était comme si tout le monde s'était résigné à ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Pourquoi personne ne semblait plus s'inquiéter de sa disparition? Mes recherches, cependant, ne passèrent pas inaperçues. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée d'investigation, j'ai reçu un message anonyme. « Arrête de poser des questions, ou tu en paieras le prix. » Mon sang se glaça. Quelqu'un savait ce que je faisais, et il était clair que je dérangeais des forces que je ne comprenais pas.
Mais cela ne fit que renforcer ma détermination. Il se passait quelque chose de profondément sinistre, et je ne pouvais plus faire marche arrière. Plus j'avançais dans mes recherches, plus je sentais le danger se resserrer autour de moi. Les menaces devenaient plus directes. Des appels au milieu de la nuit, des bruits étranges autour de ma maison, des silhouettes aperçues du coin de l'œil. Malgré cela, je continuais, poussé par une sombre curiosité. Ce n'était plus seulement une question de découvrir la vérité sur le corps que j'avais trouvé, mais de comprendre l'étendue du cauchemar dans lequel j'avais été plongé. Un soir, après avoir trouvé des pistes inquiétantes sur d'anciens employés du micro-terre, j'ai découvert ce que je redoutais le plus. Ce lieu n'était pas seulement un endroit de repos pour les défunts. Il abritait une sinistre organisation impliquée dans des pratiques immorales et macabres. Un trafic de corps où les disparitions étaient dissimulées par des rituels lugubres. Le corps que j'avais trouvé n'était qu'une pièce du puzzle. La vérité éclata devant moi, plus terrifiante que je ne l'avais imaginé. L'homme que je connaissais n'avait pas simplement disparu. Il avait été sacrifié dans un rituel étrange, destiné à apaiser des forces sombres que cette organisation vénérait. Et maintenant que j'avais découvert leur secret, je savais que je ne pourrais plus échapper à leur emprise. C'est à ce moment-là que j'ai senti une présence derrière moi, une ombre silencieuse qui m'observait depuis des jours. Le téléphone sonna une fois de plus, et cette fois, une voix rauque murmura « Tu es allé trop loin, il est trop tard. » Mon cœur s'arrêta. Je compris alors que je n'étais plus qu'une victime de plus dans cette chaîne de disparition. La vérité m'avait conduit droit vers la mort. Je n'étais plus en sécurité nulle part. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était courir. Mais je savais que, tôt ou tard, il me rattraperait. Travailler seul dans un morgue la nuit n'a jamais été quelque chose qui me dérangeait. J'aimais le calme. Le silence pesant des couloirs, l'odeur de désinfectant mêlée à la froideur métallique des tiroirs réfrigérés, tout cela m'apaisait. Je me concentrais sur mon travail, triant des dossiers, inspectant les corps pour les autopsies. Ce genre de routine me permettait de garder l'esprit tranquille. Mais depuis quelques jours, quelque chose n'allait pas. Au début, ce n'était que de petits détails, presque imperceptibles. Des portes que j'étais certaine d'avoir fermées se retrouvaient entr'ouvertes. Des bruits de cliquetis métalliques résonnaient faiblement, comme si quelqu'un bougeait les tables d'autopsie derrière moi. Chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Juste moi et les murs stériles du laboratoire. Je tentais de me convaincre que c'était le bâtiment qui vieillissait. Après tout, l'endroit était ancien, et les vieilles structures avaient souvent leurs particularités. Le bois craque, les conduits d'aération émettent des bruits étranges. C'est normal, me disais-je. Mais il y avait autre chose, une sensation. Comme si quelque chose me regardait, me suivait dans chaque pièce. Cette nuit-là, alors que je faisais ma ronde habituelle, vérifiant les salles, un courant d'air froid me frôla la nuque. Instinctivement, je me retournai, mais le couloir derrière moi était désert. Je frissonnais et continuais mon chemin, accélérant le pas. Mon cœur battait un peu plus fort que d'habitude, et je sentais une sueur froide couler le long de mon dos. Je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil vers les caméras de sécurité. Ces petites lumières rouges qui clignotaient silencieusement dans chaque coin de pièce, me rappelant que, quoi qu'il arrive, tout était surveillé, tout était enregistré. Mais cette nuit-là, sous ces lumières, je ne me sentais pas en sécurité. Au contraire, une étrange impression s'insinuait en moi. Et si ces caméras voyaient plus que ce qu'elles ne devaient? Ce n'est que quelques jours plus tard que tout a vraiment commencé. J'étais à mon poste, tard dans la nuit, comme d'habitude. L'ennui m'avait gagné après des heures passées à remplir des rapports d'autopsie. Pour m'occuper l'esprit, je décidai de jeter un coup d'œil aux enregistrements des caméras de sécurité, comme je le fais parfois pour vérifier que tout va bien. Je remontai quelques heures en arrière, parcourant les images en accéléré. Au début, tout était normal. Des couloirs vides, les lumières qui clignotent légèrement à cause des néons vieillissants. Mais soudain, quelque chose attira mon attention. Une silhouette, à peine visible, traversa rapidement l'écran, à l'angle d'une pièce à laquelle personne n'avait accès à cette heure-là.
Mon cœur se serra. Je revins en arrière, ralentissant la vidéo pour voir plus clairement. La silhouette réapparut, plus distincte cette fois. Une personne, vêtue d'une longue robe noire, s'avançait près des tiroirs réfrigérés. Je sentis une sueur glaciale envahir mon corps. Qui pouvait bien se trouver là? Je savais que j'étais seul cette nuit-là. Mais ce qui me déstabilisa le plus, c'était l'apparence de la vidéo. Elle semblait différente, comme si elle avait été filmée avec une technologie ancienne, légèrement granuleuse, presque jaunâtre, comme un enregistrement vieux de plusieurs décennies. Prise d'un sentiment de malaise croissant, je continuais à visionner les séquences. D'autres silhouettes apparurent, se rejoignant autour d'un corps sur une table d'autopsie. Ils murmuraient des incantations dans une langue que je ne comprenais pas, traçant des symboles sur le corps. J'étais figé devant l'écran, incapable de détourner le regard. Ce que je voyais ne pouvait pas être réel, c'était impossible. Et pourtant, les images défilaient devant moi, sinistres, froides. Je m'aperçus soudain que l'heure affichée en bas de l'écran n'était pas celle de cette nuit. Elle indiquait une date vieille de plusieurs décennies, bien avant que je ne commence à travailler ici. La réalisation me frappa de plein fouet. Ces caméras, ces enregistrements, ils ne capturent pas seulement le présent. Ils montrent quelque chose de bien plus ancien, quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Après cette découverte troublante, je ne pouvais plus me concentrer sur mon travail. Chaque minute que je passais dans le morgue me semblait lourde, étouffante. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ces enregistrements, à ces silhouettes sinistres et aux rituels macabres que j'avais vus. Mais, au lieu de me laisser paralyser par la peur, ma curiosité me poussa à creuser davantage. Il fallait que je sache. Je passais des heures, des nuits entières à revoir les vieilles bandes des caméras. Je parcourais des mois, parfois des années d'images, à la recherche d'autres anomalies. Plus je visionnais, plus je trouvais des fragments de rituels, des silhouettes encapuchonnées qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes à travers les âges. Chaque vidéo semblait déconnectée du temps, comme si ces événements se répétaient, encore et encore, à travers les décennies. Mon obsession pour ces vidéos me mena à faire des recherches sur le passé de ce lieu. Il était clair que le morgue avait une histoire sombre, mais les documents officiels étaient vagues, souvent incomplets. Cependant, en fouillant les archives municipales et en questionnant quelques anciens employés, j'appris des choses troublantes. Il y avait eu plusieurs incidents non élucidés dans ce bâtiment. Des employés qui avaient disparu, d'autres qui étaient morts dans des circonstances mystérieuses. La plupart des dossiers étaient enterrés sous des couches de bureaucratie, comme si quelqu'un avait voulu cacher la vérité. Je découvris que l'un de mes prédécesseurs, un homme nommé Victor Lemaire, avait été particulièrement obsédé par les rituels occultes. Il travaillait seul, de nuit, tout comme moi. Personne ne savait exactement ce qu'il faisait, mais quelques témoignages laissaient entendre qu'il avait organisé des cérémonies secrètes dans les sous-sols du morgue. Lemaire avait disparu sans laisser de traces, et aucune enquête approfondie n'avait été menée. La paranoïa commença à me ronger. Je sentais constamment que j'étais surveillé, même en dehors de mon travail. À chaque instant, j'avais l'impression que les murs du morgue avaient des yeux, que les caméras captaient bien plus que des images. Chaque soir, en revenant au travail, j'avais l'impression que les couloirs étaient plus sombres, que le froid était plus mordant, et que quelque chose ou quelqu'un m'observait. Je savais que j'étais proche de découvrir quelque chose d'horrible, mais je ne pouvais m'arrêter. Je savais que je ne pouvais plus reculer. Chaque nouvelle découverte m'avait rapproché d'une vérité que je redoutais autant que je la recherchais. Les rituels que j'avais vus dans les vidéos n'étaient pas des événements isolés du passé. Quelque chose continuait de se tramer, et je devais comprendre qui était derrière tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais plus j'investiguais, plus j'avais l'impression d'être surveillé. Pas seulement par les caméras, mais par une présence invisible, constante. Un soir, en revenant de mon jour de repos, je remarquai quelque chose de bizarre dans le bureau où les écrans des caméras affichaient constamment les images du morgue. Une nouvelle caméra semblait avoir été ajoutée discrètement dans un coin de l'écran, capturant une salle que je n'avais jamais vue auparavant.
La pièce était sombre, éclairée uniquement par la lueur vacillante de bougies, et des ombres se mouvaient lentement à l'intérieur. Je zoomais sur l'image, mes mains tremblant légèrement. Il y avait des gens là-dedans. 3 silhouettes, vêtues de robes noires, entouraient une table. Elles semblaient préparer quelque chose. Au centre de la table, une forme étendue, un corps. Le rituel recommençait. Mais cette fois, ce n'était pas une vidéo ancienne. Ce n'était pas une vision du passé. C'était en train de se dérouler, là, sous mes yeux, quelque part dans ce morgue. Mon cœur battait à tout rompre. Comment avais-je pu ne jamais remarquer cette salle? Comment ce rituel pouvait-il se dérouler ici, sous mon nez? J'eus une horrible réalisation. Ils étaient encore là. Ceux qui avaient réalisé ces rituels, ceux qui avaient été filmés par les caméras. Ils utilisaient toujours le morgue pour leurs pratiques sinistres. Et maintenant, ils savaient que je les observais. La paranoïa monta en moi comme une vague. Chaque bruit, chaque ombre me semblait suspecte. Je savais que je ne pouvais plus faire confiance aux caméras. Elles ne montraient que ce qu'elles voulaient me faire voir. Pire encore, je réalisais que je n'étais plus une simple spectatrice. Les rituels que j'avais découverts n'étaient pas uniquement destinés aux morts. Ils préparaient quelque chose pour moi. Il devint clair que les anciens employés du morgue étaient toujours là, d'une manière ou d'une autre. Ils n'avaient jamais quitté les lieux. Ils avaient surveillé, attendu, et maintenant, ils étaient prêts à agir. Je devais les arrêter, mais comment affronter des forces aussi insaisissables, qui semblaient mêler passé et présent, réalité et cauchemar? La nuit où tout bascula, je sentis dès mon arrivée que quelque chose était différent. Le silence habituel du morgue était devenu écrasant, presque palpable. Les lumières clignotaient plus fréquemment, et le froid semblait s'insinuer jusqu'à mes os. Pourtant, je n'étais plus paralysé par la peur. Je savais que cette nuit marquerait un tournant, que tout ce que j'avais découvert me menait à cet instant. Je décidai de désactiver le système de surveillance. C'était mon seul moyen de reprendre le contrôle, de couper ce lien malsain entre les caméras et ces événements du passé. Je descendis dans la salle des machines, un sous-sol humide et glacial que j'avais toujours évité jusque-là. Les murs suintaient et une odeur de moisissure imprégnait l'air. Alors que je m'aventurais plus profondément dans ce labyrinthe souterrain, mes pas résonnaient lourdement, chaque écho se répercutant comme une menace. Lorsque j'arrivais enfin à la pièce où se trouvait le panneau de contrôle des caméras, mon cœur battait à tout rompre. Je m'avançais vers les interrupteurs, prêt à couper toute source d'énergie. Mais avant que je puisse toucher quoi que ce soit, une voix, basse et rauque, murmura mon nom. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Juste l'obscurité autour de moi et le faible bourdonnement des machines. Je luttais, tentant de me libérer, mais les caméras semblaient m'enfermer dans un cauchemar dont je ne pouvais pas sortir. Les murs du sous-sol résonnaient de chants graves et d'incantations en écho aux images sur les écrans. Je réalisais alors que je faisais désormais partie de ce rituel, que les caméras n'étaient pas simplement là pour observer, mais pour m'attirer dans leur piège. Le dernier souvenir que j'eus avant de perdre connaissance fut celui d'un cercle de silhouettes noires se refermant autour de moi, leurs voix graves scandant mon nom encore et encore, comme une sentence. Quand je me réveillais, j'étais allongé sur une des tables d'autopsie, seul, dans le silence glacé du morgue. Les caméras étaient éteintes. Mais je savais, au plus profond de moi, que je ne serais plus jamais seul ici. Lorsque j'ai appris que j'étais l'héritier d'un parent éloigné, un homme dont je ne me souvenais même pas du visage, je n'ai pas su comment réagir. Le notaire m'a contacté sans émotion, m'annonçant que ce parent m'avait laissé un bâtiment à l'abandon, quelque chose qu'il appelait un microtérion. Je n'avais jamais entendu ce terme auparavant, et en fouillant un peu, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un petit édifice utilisé autrefois pour la préparation des morts avant les funérailles. Un genre de morgue miniature. Je dois avouer que l'idée de posséder un tel endroit me mettait mal à l'aise. Mais en même temps, il y avait quelque chose de fascinant. J'ai toujours eu un certain intérêt pour l'histoire locale et la conservation du patrimoine, et l'idée de transformer cet endroit en un musée m'a rapidement traversé l'esprit.
C'était peut-être une occasion unique de contribuer à la mémoire de cette ville dont je suis originaire, mais où je n'avais jamais réellement trouvé ma place. Quand je suis arrivé sur les lieux pour la première fois, le bâtiment semblait avoir été figé dans le temps. De l'extérieur, il paraissait simplement vieux, négligé, avec ses fenêtres poussiéreuses et ses murs recouverts de mousse. Mais en approchant, une sensation étrange a commencé à monter en moi. Une sorte de poids invisible qui écrasait mon esprit. La porte d'entrée, en bois massif, était ornée d'un lourd heurtoir en métal, froid au toucher, et lorsque je l'ai frappé contre la porte, le son sourd a résonné comme un écho au fond de moi. L'intérieur était pire que je ne l'avais imaginé. Une odeur stagnante de renfermé et de décomposition se mêlait à celle du bois pourri et des murs humides. La lumière du jour peinait à pénétrer à travers les fenêtres encrassées, projetant des ombres tordues sur le sol. Chaque pas que je faisais provoquait un craquement sinistre, comme si le bâtiment tout entier gémissait sous le poids des années. Je pouvais encore voir les traces du passé. Une table en métal rouillée au centre de la pièce principale, où les corps devaient être préparés, dominait l'espace, froide et menaçante. Des armoires contenant d'anciens instruments médicaux, des bocaux poussiéreux contenant des liquides jaunâtres inconnus, et des tiroirs renfermant des fiches de défunts, tout semblait avoir été laissé tel quel, comme si les anciens propriétaires avaient disparu du jour au lendemain. C'est à cet instant que j'ai réalisé l'ampleur de la tâche. Rénover cet endroit ne serait pas facile. Mais, alors que je me tenais là, dans ce silence lourd, une pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être que ce lieu ne voulait pas être rénové. Quelques jours après avoir commencé à nettoyer le microtérion, je suis tombé sur quelque chose de particulièrement étrange. J'étais en train de déplacer une vieille armoire métallique lorsque l'un de ses pieds a raclé contre le sol, révélant une dalle légèrement surélevée. Intrigué, je me suis accroupi et avec un peu de force, j'ai réussi à la soulever. En dessous, un petit compartiment caché abritait plusieurs livres poussiéreux, reliés de cuir noirci et usés par le temps. C'étaient des journaux intimes. Le cuir était si abîmé que j'ai craint de les détruire en les manipulant, mais ma curiosité était trop forte. J'ai feuilleté les pages avec précaution, découvrant des écritures tremblantes, comme si les mains qui avaient tenu ces plumes tremblaient elles aussi, sous l'effet d'une peur inexprimée. Le premier journal que j'ai ouvert appartenait à un homme nommé Victoria, un embalsamateur qui avait travaillé ici dans les années 1930. Ses premières notes paraissaient anodines, décrivant la routine des préparations des corps et les difficultés quotidiennes liées à son travail. Mais au fil des pages, le ton changeait. Victoria mentionnait des bruits étranges qu'il entendait parfois la nuit lorsqu'il travaillait tard. Des grattements, des chuchotements étouffés, comme si quelque chose ou quelqu'un s'agitait dans les murs. Il décrivait des ombres qu'il voyait parfois du coin de l'œil, mais qui disparaissaient dès qu'il tournait la tête. Ses écrits devenaient de plus en plus chaotiques à mesure que les jours passaient. Il parlait de morts qui ne semblaient jamais réellement reposer, de cadavres dont les yeux restaient étrangement ouverts, malgré tous ses efforts pour les fermer. Mais le pire était encore à venir. Dans un passage, Victorien racontait avoir été approché par un homme mystérieux, un étranger de passage, qui lui avait proposé une affaire sordide. L'homme lui avait parlé d'un rituel ancien, un rituel qu'il prétendait pouvoir protéger ceux qui osaient s'y aventurer. Victorien, d'abord réticent, semblait avoir été séduit par l'idée de maîtriser ce pouvoir, pensant pouvoir ainsi protéger le microtérion de la décadence et de l'oubli. Il mentionnait des sacrifices, des prières à des entités dont il refusait de nommer la nature exacte, et la sensation croissante que le lieu où il travaillait était devenu un portail vers quelque chose de bien plus sombre que la mort elle-même. Je sentais mon cœur s'accélérer à mesure que je lisais ces confessions. Ce qui avait commencé comme un simple travail de restauration se transformait en quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Ces journaux n'étaient pas de simples récits de vie, c'étaient des témoignages d'horreur, des récits de folie qui semblaient s'être infiltrés dans les murs du microtérion. Et ce qui me troublait le plus, c'était que certains passages,
des descriptions vagues, correspondaient étrangement au bruit que j'avais entendu la veille, alors que je travaillais seul dans la pièce principale. Les écrits de Victorien se terminaient brusquement. Pas de conclusion, pas de dernière page. Juste une phrase inachevée, comme si l'auteur avait été interrompu en pleine écriture. Après la découverte des journaux, tout a commencé à changer. Ce qui avait jusque-là été une étrange curiosité, une atmosphère simplement pesante, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Il y avait une présence dans ce lieu, une sensation palpable que je n'étais plus seul. Chaque pas que je faisais résonnait trop fort, comme si le silence amplifiait mes moindres mouvements. Mais ce qui me glaçait le sang, c'était ce que je commençais à entendre. Tout a commencé une nuit où je travaillais tard pour nettoyer la pièce principale. Je m'étais habitué à l'odeur persistante de moisie et de décrépitude, mais ce soir-là, elle semblait plus prononcée, presque suffocante. Alors que je rangeais quelques instruments rouillés, j'ai entendu un léger murmure. D'abord, j'ai pensé que c'était simplement le vent, peut-être un courant d'air passant par les fissures des murs. Mais plus je tendais l'oreille, plus les sons se précisaient. Ce n'étaient pas des bruits naturels. On aurait dit des voix, chuchotant à peine, juste assez fort pour me faire douter de ma propre perception. Je me suis arrêté, immobile, essayant de comprendre d'où cela venait. Le murmure semblait flotter dans l'air, se déplaçant autour de moi. Je pouvais presque distinguer des mots, mais ils étaient incompréhensibles, comme une langue ancienne, oubliée. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai voulu me convaincre que c'était mon imagination, que la solitude et la lecture des journaux m'avaient simplement rendu paranoïaque. Mais alors, j'ai entendu des pas légers, presque imperceptibles, venant du couloir menant à la petite chambre froide où les corps étaient autrefois conservés. Je savais que j'étais seul. J'en étais certain. Pourtant, ces bruits étaient réels, trop réels. Mes mains se sont mises à trembler tandis que je me dirigeais lentement vers le couloir. Mon souffle court, chaque pas me rapprochant de cette porte à moitié entrebâillée. Le craquement soudain d'une porte qui se ferme violemment derrière moi m'a fait sursauter. Je me suis retourné d'un coup, mon cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait rien. Juste le silence, à nouveau. Les diurnes lumières de la lampe que j'avais installée semblaient vaciller légèrement comme si une ombre passait devant elle. J'ai senti une sueur froide couler le long de ma nuque. C'est alors que je l'ai vue pour la première fois. Une silhouette indistincte, floue, se tenant au bout du couloir. Elle n'avait pas de forme précise, mais il y avait quelque chose de profondément perturbant dans la manière dont elle semblait m'observer, sans bouger. Mon instinct m'a hurlé de fuir, de quitter cet endroit immédiatement. Mais mes jambes étaient clouées au sol, incapables de répondre à la panique qui montait en moi. La silhouette s'est dissipée aussi soudainement qu'elle était apparue. Ce n'était peut-être qu'une illusion, le produit de mon esprit fatigué, c'est ce que j'ai essayé de me dire. Mais je savais que ce n'était que le début. Depuis ce soir-là, les événements se sont multipliés. Des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits impossibles. Les murmures étaient constants, de plus en plus clairs, comme si quelque chose essayait de communiquer avec moi. Et chaque nuit, cette même silhouette revenait, se tenant toujours à la limite de ma vision, immobile, mais toujours plus proche. Je sentais que j'étais en train de perdre pied. Les nuits devenaient insupportables. À chaque fois que je fermais les yeux, je sentais sa présence. Cette silhouette sombre que j'avais aperçue dans le couloir revenait sans cesse, dans mes rêves et dans la réalité. J'avais tenté de rationaliser, de me dire que c'était le stress, que ces événements n'étaient que des hallucinations provoquées par l'ambiance lugubre du microtérion. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de bien plus ancien et malveillant était à l'œuvre. Les journaux de Victorien n'étaient pas des divagations de fous. J'étais en train de vivre ce qu'il avait décrit, un cycle qui se répétait. Chaque fois que je dormais, les rêves devenaient plus clairs, plus terrifiants. Je me voyais dans le microtérion, mais dans une époque différente. Les murs étaient neufs, les outils brillants, et des hommes vêtus de tabliers maculés de sang se penchaient sur des cadavres. Je pouvais entendre leurs prières, des chants en une langue inconnue. Et toujours, à la fin, je me retrouvais étendu sur la table de métal rouillé, incapable de bouger,
tandis que leur visage se penchait sur moi, prêts à m'inclure dans leur rituel. Le pire, c'étaient les échos. En dehors des rêves, le passé semblait déborder sur le présent. Je pouvais sentir l'air se refroidir subitement, entendre des cris étouffés derrière les murs et parfois, même l'odeur du sang fraîche et métallique, envahissait la pièce. Il était clair que quelque chose cherchait à se manifester, à se libérer. Un soir, alors que je lisais un autre passage des journaux, j'ai compris l'ampleur du rituel. Ce que Victorien et les autres embalsamateurs avaient fait n'était pas seulement morbide, c'était un pacte. Le Microtérion était devenu une sorte de sanctuaire pour des forces que je ne pouvais pas comprendre. Chaque mort qui passait par leurs mains n'était pas seulement préparé pour le repos éternel, mais utilisé comme une offrande pour maintenir un équilibre. Mais cet équilibre, je l'avais rompu en m'installant ici, en réveillant ceux qui sommeillaient dans ces murs depuis des décennies. Les morts exigeaient leur dû, et j'étais leur prochaine victime. Les nuits suivantes, tout a empiré. Je me réveillais en sueur, incapable de respirer, avec la sensation d'être observé. J'entendais des chuchotements constants, des voix qui répétaient mon nom. À plusieurs reprises, j'ai trouvé des objets déplacés, des choses que je n'avais pas touchées. Et ce qui était autrefois une silhouette vague est devenu plus tangible. Elle n'était plus seulement à l'autre bout du couloir, elle était dans la même pièce que moi, debout, silencieuse, me fixant de ses yeux invisibles. Je réalisais que tout ce qui s'était passé ici, chaque rituel, chaque mort, se répétait à travers le temps. Les morts n'étaient jamais vraiment partis. Ils attendaient, piégés dans cet endroit, dans un cycle interminable. Et maintenant, ils voulaient me tirer avec eux. Plus je m'enfonçais dans cette horreur, plus je sentais que ma propre fin se rapprochait. Il n'y avait plus de distinction entre le passé et le présent. Je vivais les mêmes horreurs que Victoria. Je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Chaque jour passé dans le Microtérion me rapprochait un peu plus de la folie. Et chaque nuit, les manifestations devenaient plus agressives, plus réelles. Les objets se déplaçaient d'eux-mêmes. Des ombres glissaient le long des murs, et ces murmures incessants, toujours là, omniprésents. La présence dans la maison n'était plus une simple illusion. Elle était vivante, elle me guettait, attendant le moment propice pour m'apaiser. Un matin, après une nuit de cauchemars particulièrement violents, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester ici. J'avais essayé de comprendre, d'explorer le passé, de décoder les journaux de Victorien, mais tout cela ne faisait que m'entraîner plus profondément dans l'horreur. J'ai pris la décision de vendre le bâtiment, de quitter la ville, d'oublier tout ce que j'avais découvert. Mais le Microtérion n'allait pas me laisser partir aussi facilement. Le jour où j'ai préparé mes affaires pour fuir, les phénomènes ont atteint un paroxysme. Alors que je descendais les escaliers avec mes valises, j'ai senti un froid glacial m'envelopper, comme si une main invisible m'avait agrippé. Les lumières vacillaient, projetant des ombres déformées sur les murs. J'ai entendu des cris étouffés venant des murs, des voix implorantes, suppliantes, mais aussi pleines de colère. Et puis, la porte d'entrée s'est refermée d'elle-même, avec un claquement assourdissant, me bloquant à l'intérieur. Pris de panique, j'ai couru vers la porte pour la rouvrir, mais elle refusait de bouger. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait scellée de l'intérieur. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je sentais la présence se rapprocher. Les murs semblaient se resserrer, et les voix étaient maintenant tout autour de moi, chuchotant mon nom, répétant sans cesse les mêmes mots. « Tu es à nous ». Je me suis retourné, et là, au pied des escaliers, elle était là. La silhouette. Cette forme indistincte que j'avais vue des dizaines de fois, mais cette fois, elle était plus nette. Je pouvais presque distinguer ses traits. C'était une femme, pâle, vêtue de noir, avec des yeux vides et sans âme qui me fixaient. Sa bouche était tordue en un rictus macabre. Elle s'est avancée lentement, sans un bruit, ses pas ne résonnant pas sur le sol, comme si elle flottait à quelques centimètres du plancher. Paniqué, j'ai couru vers la pièce principale, cherchant désespérément une sortie. Mais où que j'aille, elle était là, toujours derrière moi, me suivant avec une lenteur insupportable. J'ai finalement réussi à atteindre une fenêtre et, dans un élan de désespoir, j'ai tenté de l'ouvrir. Mais tout était figé. Les murs, les fenêtres, le sol.
Tout semblait m'emprisonner dans ce cauchemar. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le cycle dont parlait Victorien n'était pas seulement une suite d'événements macabres qui se répétaient. C'était une malédiction, un piège dont on ne pouvait échapper. Les morts qui avaient été utilisés pour les rituels n'avaient jamais quitté cet endroit. Ils étaient là, à jamais prisonniers, et je faisais désormais partie de leur enfer. Finalement, je me suis effondré, épuisé, au milieu de la pièce, entouré par des murmures et des ombres qui semblaient me cerner. Je sentais leurs mains froides se poser sur moi, leurs voix se mélangeant en un brouhaha assourdissant. Mon esprit vacillait, entre la folie et la réalité. Je savais que je ne sortirais jamais de ce lieu. J'étais devenu une part de ce cycle maudit. Et maintenant, à chaque nuit tombée, je les entends encore. Les morts me réclament, et bientôt je serai l'un d'entre eux. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.